Ça démarre. Bonsoir, chers auditeurs et bienvenue sur, Débrief ASM. Très heureux de vous retrouver. Alors, ce soir, on va pas faire un débrief de match, mais plutôt une interview. Alors, tout d'abord, je serai accompagné de mes 2 acolytes, Fred et Laetitia et Bonsoir. de monsieur Norbert Siri, voilà, supporter, connu de l'AS Monaco, donc historien, de l'AS Monaco, auteur, d'ouvrages, hein, que vous pouvez voir, juste derrière moi, dont celui du centenaire. Merci beaucoup de votre présence, hein, vraiment un grand honneur que vous nous faites, pour notre chaîne. Vraiment, c'est hyper sympa de votre Je vous part. en prie, je vous en prie. Alors du coup, bon, on va procéder, comme on avait fait les interviews d'autres supporters ou d'anciens joueurs de l'AS Monaco. On va vous poser à tour de rôle, 3 questions. Voilà, on a pu vous voir, notamment pour, votre livre, pour le centenaire avec, notamment cet été Delio Onis. Il y avait Mhm, aussi eu, Jean-Luc Ettori et Claude Puel. Voilà, on va un peu mhm, en parler. mhm. La première question tout d'abord, d'où vous vient votre passion pour, l'AS Monaco? Bah, elle vient de ma plus tendre enfance, hein, lorsque je suis de Monaco, je suis monégasque. J'allais à l'école à Monaco, donc on parlait de ça à l'école. Puis de petit à petit, je me suis passionné par le foot. Je me suis passionné des résultats de l'AS Monaco, notamment à partir de 1960, lorsque Monaco a gagné son premier trophée, la Coupe de France, hein, en battant Saint-Étienne 4-2 après prolongation. C'est là, donc à l'âge de 10 ans, que j'ai commencé à m'intéresser de plus près à l'AS Monaco et à ses statistiques, à ses joueurs, à pas mal de choses. Ça m'a permis peu à peu de constituer des archives et ensuite d'écrire des livres à ce sujet. Voilà. Voilà ma passion. D'accord, merci et puis, justement, alors quelle saison vous a le plus, marqué? Et malheureusement, il y en a beaucoup de saisons qui m'ont marqué. S'il faut vraiment en choisir une ou deux ou trois, parce que en choisir une seule, c'est alors celle Celle dont je me souviens quand même le mieux parce que, en 76, peu après la création du centre de formation, j'avais été pris comme prof de français au centre de formation. Ça m'a permis de faire la connaissance de jeunes, stagiaires qui allaient devenir des joueurs de grande qualité comme Ettori, comme Puel, comme, Bijota, Amoros, Bellone, Christophe et cetera. Donc la saison 77-78 avec Ettori dans les buts, en placement de chevaux, avec cette surprise constituée par la victoire après la remontée en première division. J'avoue que celle-là, elle a une petite place dans mon cœur, hein, parce que c'est vraiment une saison assez surprenante et exceptionnelle. Sinon, la saison de l'épopée de la Ligue des Champions en 2003-2004, avec Morientes à la pointe de l'attaque, avec Giuli, avec Flavio Romain, avec les défenseurs JV et Schilacci. Ça, c'était quand même extraordinaire. Une très très belle saison. Je pense qu'on n'en connaîtra plus. On a malheureusement manqué l'occasion de gagner la Ligue des Champions cette année-là parce qu'on ne la gagnera plus jamais, à mon avis, avec les mastodontes qu'il y a dans le football européen. C'était l'année ou jamais de devoir la gagner. Malheureusement, on a loupé la finale, mais on avait fait une saison exceptionnelle. Et celle-là aussi a une autre place importante dans mon cœur. Bon, mais sinon, après, il y a peut-être la saison 96-97 où on a peut-être pratiqué le plus beau football de l'histoire, peut-être, hein, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont beaucoup de joueurs ou de supporters qui l'affirment. C'était un très très beau football, peut-être aussi celle-ci, mais 77-78, allez, si vous voulez vraiment une réponse, 77-78, et en seconde position 2003-2004. Justement, alors 2003-2004, merveilleuse saison, on nous attendait pas là et je pense que, voilà, personne nous attendait à un tel niveau. Malheureusement aussi cette saison, c'est, un peu la saison du déclin, on va dire, parce que même si on fait une saison 2004-2005 où on termine 3e, c'est là que le club commence un peu alors en termes de recrutement et termes de résultats, à décliner. C'est vrai que ça On est allé trop vite, je voilà, pense. Et après, voilà. évidemment, pour maintenir les finances du club, il a bien fallu vendre des joueurs qui avaient fait merveille chez nous. Et petit à petit, bah, les meilleurs joueurs sont partis et on n'a pas su les remplacer.
Le centre de formation n'a peut-être pas à l'époque donné le même rendement que par le passé ou depuis, mais c'est vrai, c'était peut-être pas 2003-2004, mais juste après, ça a été le début du déclin jusqu'à la chute en deuxième division en 2011. Merci bien. On va passer maintenant avec Fred et ses questions. Alors, Ou plutôt Laetitia, pardon. Laetitia, c'était pas Laetitia. Voilà. Alors, votre top 5 des joueurs qui vous ont le plus marqué? Alors, tout le monde, ça je peux quasiment le dire sans me tromper, puisque certains me l'ont encore dit récemment, tout le monde dit que le plus grand joueur à avoir évolué à l'AS Monaco, c'est Glenn Hoddle. Et c'est vrai que c'était un très très grand joueur, et puis en même temps un homme absolument extraordinaire. Donc il avait toutes les qualités sportives, les qualités humaines, c'était vraiment technique. Ensuite, moi, j'ai quand même été très impressionné par le jeu de Marcelo Gallardo, notamment au cours du titre de l'an 2000. C'était un magicien, Marcelo Gallardo. Hein. Alors peut-être qu'humainement, il n'avait pas la même aura que Glenn Hoddle, mais c'était un joueur absolument extraordinaire, un véritable magicien. Donc moi, j'ai un faible pour Marcelo Gallardo, j'ai de l'admiration pour Glenn Hoddle. Et puis ensuite, j'ai un faible pour ceux que j'ai connus au centre de formation. Hein. Par exemple, un joueur comme Jean-Luc Ettori, même s'il n'a pas une aura exceptionnelle au niveau international, puisqu'il a fait une dizaine de matchs en équipe de France, et notamment le Mondial 82, où il n'a pas été à son meilleur niveau. Mais Jean-Luc Ettori est l'un des plus grands gardiens de France, à mon avis, hein, et de l'histoire de l'AS Monaco, c'est sûr, hein, avec Barthez, avec Roma, avec Ettori, c'est un grand gardien. Puis vous avez des joueurs comme Bijota qui a été quand même champion olympique. Vous avez des joueurs comme Manuel Amos, Bruno Bellone, plus récemment Thierry Henry, David Trezeguet, et puis Mbappé. Hein, j'ai bien aimé, si vous voulez, le duo que constituait Mbappé et Falcao. Hein, je pense que c'est la dernière paire. Il y avait aussi ensuite Ben Yedder avec Voland ou avec, bien sûr. Mais je crois que la paire d'attaquants que constituait Falcao et Mbappé, c'est la dernière que nous ayons eue de très grande qualité. Hein. Voilà les joueurs que j'ai bien aimés. Hein. Ensuite, à l'époque, mais j'étais tout gamin, là, donc il y avait dans les années 60, à l'occasion notamment du premier doublé, du premier et du seul doublé de l'AS Monaco, il y avait Douis, Théo, c'était des joueurs que vous ne pouvez pas connaître. Hein. Douis, Théo, Hidalgo, Biancheri, Arteleza, Kossou. C'est des joueurs exceptionnels, ça aussi. Hein. Moi, j'étais gamin, donc pour moi, j'étais plein d'admiration pour ces joueurs-là. Mais bon, c'est vrai que c'est tellement loin que ils peuvent pas dire quelque chose à vos auditeurs. Alors, avez-vous des anecdotes à nous raconter? Oui. Oui, j'en ai beaucoup d'anecdotes. Hein, mais bon, j'ai une anecdote qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est comme j'étais chef d'établissement d'un collège de Monte-Carlo, du seul collège public, et qu'il y avait une prof d'espagnol qui faisait assez régulièrement des projets pédagogiques concernant le foot. Au début de la saison 2003-2004, elle avait invité Fernando Morientes à établir une correspondance avec les élèves ou éventuellement venir leur rendre visite. En tout cas, pendant des mois et des mois, elle a attendu. Et un jour, elle est venue me voir. Elle voyait très bien que l'épopée européenne se déroulait très bien et qu'on arrivait petit à petit. On avait éliminé quand même le Real Madrid. Et donc, elle était venue me voir en me disant moi, j'ai fait ce projet pédagogique, j'ai eu Morientes. On n'a aucun retour. Est-ce que vous ne pouvez pas intervenir? Donc, moi, comme je connaissais le président Zvara, je l'ai appelé. Et dans les jours qui ont suivi, ça s'est débloqué. Et ça s'est débloqué de la façon suivante, c'est que 2 jours après la qualification de Monaco à Chelsea pour la finale, donc c'était début mai, Morientes est venu au collège, je ne vous dis pas l'ambiance qu'il y avait dans les couloirs.
Voilà. Ça, c'est une anecdote parmi d'autres. Après, bon, justement, à Chelsea, moi, j'étais au milieu des jeunes supporters, donc 2 jours plus tôt. Et quand on s'est qualifié, quand l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final, j'ai dit aux jeunes supporters, j'ai dit, retenez bien ce moment, hein, ne l'oubliez pas, parce que je pense qu'on n'en vivra plus un identique comme ça. C'est la dernière fois que Monaco va se qualifier pour... Et pourtant, j'adore Monaco, mais il faut être lucide, hein. C'est la dernière fois que Monaco se qualifiera pour une finale de la Ligue des Champions. J'espère me tromper, bien entendu. Mais je pense qu'il vaudrait mieux envisager de gagner la Ligue Europa, parce que la Ligue des Champions, je crois que c'est un peu trop pour nous. Voilà. Donc une autre anecdote, voilà, je me souviens cette ambiance indescriptible qu'il y avait dans la tribune de l'AS Monaco, les jeunes autour de moi qui étaient évidemment aux anges, et je leur ai dit, savourez ce moment parce que il va être unique dans votre mémoire. Après, vous avez des anecdotes, bah oui, j'ai eu donc les joueurs que je vous ai cités comme élèves, donc on a conservé des liens, on échange, oui, il y a plein d'anecdotes, mais j'avoue que j'ai peut-être un peu de mal à en isoler quelques-unes. Mais celle que je viens de vous dire, c'est déjà pas mal. Et justement, dans les 2 saisons 2003-2004 avec la super épopée et 2016-2017, laquelle préférez-vous? Vous avez parlé tout à l'heure aussi du duo Falcao-Mbappé qui vous avait impressionné. Ouais. Comme elle est victorieuse, je vais vous répondre 2016-2017, parce que c'est quand même pas mal d'avoir réussi ce titre et d'avoir chippé le titre au PSG des Qataris. Donc ça, c'est quand même un gros exploit, un très gros exploit. Et puis la demi-finale de la Ligue des Champions également. Bon, même si on s'est fait un petit peu avoir, comme on se le fait avoir régulièrement lorsqu'on s'oppose à un club italien, notamment la Juventus, hein. Il ne faut pas se cacher, hein, les grands clubs européens seront toujours privilégiés d'une façon ou d'une autre, hein. Donc c'est vrai qu'on se cassera toujours le nez face aux plus grands. Donc c'était une très belle, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu aller en finale comme en 2004. Je pense qu'on l'aurait mérité, mais on se heurtait à la Juventus. Et quand on se heurte à la Juventus, vous pouvez être sûr, aujourd'hui comme dans 10 ans, on ne se qualifiera plus jamais, hein. Vous avez raison. Bien sûr. J'ai 75 ans, donc j'ai l'expérience du football européen notamment. Le foot actuel a trop changé, c'est vrai, Oui, c'est trop compliqué. c'est compliqué, absolument. Au niveau français, on a Paris Saint-Germain, vous le voyez, quoi qu'on fasse, même si en début de saison, on pensait qu'on allait quand même faire une belle saison, voire une saison victorieuse, je veux dire, on fait de la figuration. Hein, dès qu'on rencontre le Paris Saint-Germain ou un très grand club européen comme Arsenal ou l'Inter, sans parler de la Juve ou du Real ou de Barcelone ou de Liverpool qui nous attendent si par hasard on passe Benfica, sinon on est condamné à faire de la figuration, hein, malheureusement. Voilà, c'est le foot actuel qui le veut, ça, hein. C'est l'économie du football actuel. Super. Merci Laetitia. On va passer maintenant à Fred. Que pensez-vous de Monaco actuel aujourd'hui? Eh ben, écoutez, je pense qu'il fait de son mieux. Je pense que la politique qui consiste à privilégier le centre de formation avec les pépites du centre de formation et de former des joueurs encadrés par des talents confirmés, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus intelligent. Maintenant, il faudrait peut-être qu'on puisse se retrouver de temps en temps, puis avoir la possibilité d'acquérir des talents tels que Falcao, si vous voulez, hein. Je vais être sans nuance, hein. On a 2-3 grands joueurs à l'AS Monaco, pas plus, hein. Les autres sont de bons joueurs. Mais bon, il y a Akliouche qui est au-dessus de tout le monde, Singo et Zakaria, je pense. Après, voilà, donc on peut pas. Il faudrait qu'il y ait d'autres. Un peu plus de Falcao, si vous voulez. Par l'expérience. Voilà. 3, c'est pas suffisant.
Et régler le problème du gardien, hein, ça, c'est sûr. Bon, voilà. Ah, ça, Ouais. Si vous voulez, si vous voulez moi, enfin, depuis que je suis tout petit, ce que je sais, c'est que il faut un bon gardien, un grand gardien, un grand défenseur central et un grand attaquant, comme le disent volontiers les supporters de l'OM. J'ajouterais un grand milieu de terrain, donc il faut une colonne vertébrale. Et après, donc 3 ou 4 joueurs de très haut niveau, puis qui ne soient pas blessés à la moindre occasion non plus. Et à côté de ça, après, ça peut faire du bon boulot. Mais à un moment donné, il y a un plafond de verre qu'on n'est actuellement pas capable de franchir. je rebondis sur le gardien de but. C'est vrai qu'on en parlait en off. Il y a des erreurs défensives, notamment contre Benfica au match de poule. Il y a aussi contre l'OM une mésentente. On l'a bien vu dans d'autres matchs. Et c'est vrai que, oui, du coup, il y a des erreurs défensives. Mais s'il y avait un gardien, du coup, qui. Alors, j'incrimine pas notre gardien actuel, mais en plus, il y a déjà eu beaucoup de turnover entre les deux. S'il y avait vraiment un gardien comme on a pu avoir comme Daniel Subasic, du coup, vraiment. C'est le dernier bon qu'on a eu. Voilà. Ouais. Voilà. Parce qu'avant ceux d'aujourd'hui, on a eu Neuer aussi pendant 2 ans. Ouais. C'est primordial le poste de gardien de Oui. but. Et donc, je crois que s'il y avait, si je pouvais me permettre un conseil, il faudrait acheter un grand gardien. Alors, il y a Chevalier, mais bon, les Parisiens, ils n'ont pas attendu qu'on le prenne pour le prendre, c'est sûr. Donc, c'est vrai. Il faudrait un grand gardien. Je sais que l'année dernière, Kerrer, au début que Magic était arrivé, que ça se passait bien, il disait on est plus rassurant en défense parce qu'on sait qu'on peut avoir un gardien qui va faire le dernier arrêt. Mais quand Ben, on sait qu'on n'a plus le gardien qui fait le dernier arrêt, bah du coup on a peur et on fait peut-être plus de boulettes du coup. oui. C'est vrai. C'est très important, aussi bien techniquement que du point de vue mental. Avoir une confiance absolue dans son gardien parce que c'est un grand gardien, ça rassure tout le monde. Et en premier lieu, les défenseurs, bien sûr. Et les supporters. Oui. Ah. C'est sûr. Du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais que pensez-vous du foot actuel? Le foot actuel, écoutez, il est ce qu'il est. C'est vrai qu'il n'a pas le charme de celui que j'ai connu à l'époque, mais je ne veux pas faire l'ancien combattant. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une économie particulière dans le monde avec le football. Vous voyez bien, je sais pas, je sais plus quel ancien joueur de Monaco qui en a parlé récemment. Aujourd'hui, il y a le joueur ouzbek de Lens qui était strictement inconnu il y a 6 mois, qui a fait un très bon, et c'est un très, je ne doute absolument pas de sa valeur et de sa qualité, mais il a fait quelques bons matchs et hop, il est déjà transféré à 20 ou 30 millions d'euros en Angleterre. Enfin, je veux dire, c'est à la limite du scandale, quoi. Je veux dire, quand vous avez des clubs qui peuvent se permettre de mettre des sommes comme ça et de parier des sommes comme ça sur un joueur qui a fait ses preuves pendant quelques mois, d'accord, mais qui n'a pas non plus qui n'a rien prouvé sur la durée. Bon, moi, je trouve que c'est un football assez curieux. Un Les peu transferts. Paris. D'ailleurs, Non mais Pittoresque. regarde, Paris qu'ils ont pris Mbappé à Un football 180 millions. pittoresque. Non mais Un football pittoresque. Paris qui prend Mbappé à 180 millions alors qu'il avait fait 6 mois à Monaco. Bon, c'était 6 bons mois, mais c'était que 6 mois quand on regarde. Il n'avait pas fait Bien toute la sûr. saison. Et Bien 180 sûr, millions bien là sûr. en plus le coup là, c'était. Bien sûr. Ouais. C'est un pari. Mm. C'est un Ouais, pari. Il y en a qui peuvent se le permettre. C'est un pari de Paris. Il y en a qui peuvent se le permettre, donc ils peuvent pas. D'autres non. Voilà, c'est tout. nous, grand maximum, on mettra que 30 millions, je pense, parce que Balogun, si je ne m'abuse, a été acheté 30 millions. Je crois que l'AS Monaco ne peut plus rivaliser. Oui, non, mais- Comme il y avait c'était une autre époque, c'était il y a une dizaine d'années Ouais, avec on les peut encore se le Rames. permettre à l'époque. Quoi. Ouais, voilà, les Falcao, les Rames, même contre Dogbia, tout ça. Moutinho, c'était des Moutinho, grosses oui. sommes et tout. Mais malheureusement, aujourd'hui, non, c'est plus possible. Maximum, ça serait 30 millions. Et Je sais pas, oui, mais enfin, c'est pas les sommes que Voilà. l'on voit pour dépenser, pour acheter des joueurs qui sont certainement très bons, très prometteurs, mais qui n'ont pas encore prouvé toute leur valeur sur une longue période. Tout à fait.
Donc c'est un football de Paris alors, hein, voilà, sans jeu de mots. Dans tous les sens du terme. Mm. Alors, d'où vous est venue l'idée d'écrire le livre du centenaire? Ah ben moi, il m'est pas venu à moi. En vérité, j'envisageais avec mon fils de faire une réédition de l'encyclopédie que nous avions faite en 98 à l'occasion des 50 ans de professionnalisme de l'AS Monaco, dont on avait fait déjà une mise à jour en 2005 après l'épopée européenne de 2003-2004. Et là, on envisageait pour les 100 ans de faire une mise à jour de cette encyclopédie. Donc ça tombait très bien, mais on n'a pas pu la faire parce que l'AS Monaco avait le projet de faire le livre que l'on m'a confié. Et donc, c'est l'AS Monaco, c'est Julien Crévelier, le directeur de la communication, qui a eu l'idée de me proposer d'écrire ce livre. Donc, je fais semblant d'hésiter. Et puis, j'étais très honoré d'avoir à l'écrire et je l'ai fait avec grand plaisir. Et en quelques mois, je l'ai rédigé avec l'aide du service de communication de l'AS Monaco, bien entendu, hein, qui a facilité les rapports, les relations, les contacts, etc. Et de là, donc, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais j'étais content qu'on l'ait pour moi. D'ailleurs, il est superbe et j'invite à tous les auditeurs et les supporters de l'AS Monaco, les amoureux, à vraiment se le procurer parce que honnêtement, moi je vous dis, il est tout de suite en vitrine, impeccable. Franchement, bravo à C'est vous. gentil, c'est gentil. Mais moi, je suis juste l'auteur des textes, hein. Pour le reste, la beauté de la forme, je n'y suis pour rien, hein. C'est la maison d'édition avec son directeur artistique qui a fait un choix de présentation qui est, je l'avoue, exceptionnel. Oui. D'ailleurs, je Et peux il prendre. est beau grâce à la maison d'édition. Il n'est pas beau grâce à moi, quoi. Voilà. Ah, mais vous avez contribué quand même. J'ai contribué à la rédaction, oui, largement. On va dire que, vous savez, moi je suis supporter depuis 2003-2004, hein, depuis l'épopée en Ligue des Champions. Et il y a plein de choses que je ne connaissais pas de l'AS Monaco. Et c'est vrai que cet ouvrage me permet enfin, même les autres, hein, je pense que c'est pareil, nous permet de vraiment. C'est important de connaître nos racines et de connaître notre passé, où il y avait un autre football, justement. Et puis, c'est Alors, important. c'est normal que le football évolue comme tout, hein, dans le monde, hein. Donc, je ne veux pas faire preuve de vieux couillons nostalgiques, mais c'est vrai que on a l'impression que ce football n'est plus tout à fait pour les supporters, mais qu'il est fait pour vivre sur lui-même, quoi. Oui. Il n'y a plus Vous voyez tous d'émotion. Oui, voilà. Les changements de règles, même ce nouveau format de Ligue des Champions, ils veulent même supprimer les prolongations, et la Coupe Et de la bah, Ligue de supprimer plein de après, choses s'il n'y a en plus de fait. supporters, il n'y a plus d'argent. Donc, il faut qu'ils fassent attention quand Ouais. même. Ouais. Puis on voit bien que même l'accumulation des matchs, du coup, il y a trop de matchs et que même Ah les oui. joueurs s'en plaignent, hein, dont un ancien monégasque, Aurélien Tchouaméni, qui avait fait une interview pour dire que il y avait trop de matchs et les organismes ne pouvaient plus vraiment suivre. Ben, Et il y a il faut faire des imposé. sous, faire du spectacle, faire des sous, il faut alimenter les télés. Ouais. Ouais. Il y a même Gaël Givet qui en parlait aussi d'une interview la dernière fois, comme quoi ce football est vraiment très différent. C'est vraiment dommage. Ben, c'est comme ça. Voilà. Et une question, Oui. avez-vous un mot pour les supporters monégasques? Écoutez, oui, j'ai un mot. J'ai été pendant longtemps, j'ai été président du club de supporters, hein. J'ai été pris aussi en 2005 par M. Brianti à l'AS Monaco pour suivre l'équipe professionnelle dans ses déplacements. Et bénévolement, je le souligne, hein, j'ai été pris bénévolement, mais ma récompense était de suivre l'équipe professionnelle pendant quelques années pour identifier, localiser les 15 000 supporters, je cite M. Brianti, les 15 000 supporters qu'on avait trouvés à Gelsenkirchen dans les tribunes pour soutenir l'AS Monaco contre Porto. Et il m'a dit, il faut qu'on les retrouve, donc vous allez venir avec nous, vous allez voir dans les stades, identifier les supporters de Monaco, c'est ce que j'ai fait. En quelques années, petit à petit, j'ai localisé, identifié des supporters. Je leur ai permis de se fédérer en leur donnant des conseils.
les aidant à se structurer. Et puis, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des tribunes, des parcages visiteurs. J'aime pas trop ce mot de parcage parce que ça fait très animal, mais ces parcages visiteurs qui sont souvent très très nombreux. Donc, je dis aux supporters monégasques, continuez comme ça et soyez toujours fidèles à vos couleurs parce que ce sont les plus belles. Et moi, j'ai une dernière question. Est-ce que, vos paris, voilà, pour la fin de saison, si vous, voilà, notre parcours en Ligue des Champions et en Ligue 1 pour vous? En Ligue des Champions, c'est pourvu qu'on passe déjà ce tour-là. Après, si on tombe sur Barcelone ou sur Liverpool en match aller-retour, je sais pas, je veux bien, mais il faut qu'on soit avec nos meilleurs joueurs et à notre meilleure forme pour essayer de pouvoir rivaliser avec Liverpool ou Barcelone. Hein, c'est plus le Barcelone de septembre dernier. Donc, si on arrive en huitième de finale, alors si on arrive en quart de finale, ce serait assez exceptionnel. Donc, mais ensuite, pour le championnat, moi, je rêvais de gagner la Coupe de France la saison du centenaire. Ça ne s'est pas produit. Je pensais quand même que les joueurs allaient être stimulés, qu'on allait leur insuffler cette envie cette rage de vaincre pour gagner la Coupe de France, vu que le championnat, c'est quand même largement plus aléatoire. Ben non, comme la Coupe de France, on ne la gagnera à mon avis plus jamais, puisqu'en plus de ça, elle est, je pense, négligée systématiquement, parce que c'est la Ligue c'est le championnat qui est privilégié pour se qualifier en Ligue des Champions parce qu'elle est lucrative. C'est également, et je le comprends, encore l'argent qui motive les troupes. Mais je comprends très bien, hein, il faut de l'argent pour que le club survive. Et ben, c'est la Ligue des Champions qui en apporte le plus. Donc jouons à la Ligue des Champions. Donc j'espère qu'on terminera sur le podium, oui, en championnat. Je pense qu'on peut faire troisième. J'ai l'impression que Marseille, quand même, Paris et Marseille sont au-dessus cette année. Paris, c'est sûr. Marseille, je sais pas, il faudra voir le match retour. Qu'on soit sur le podium. Parce que si c'est avec Nice ou Lille, je pense qu'on peut faire mieux. C'est vrai que nous, on a un petit goût d'inachevé. Alors attention, la saison n'est pas terminée, mais pour cette année du centenaire, voilà, on s'attendait. Après, encore une fois, les finis en Coupe de France. Je pensais qu'on allait gagner quelque chose. Je pensais qu'on allait gagner la Coupe de France. Il n'y a que ça à espérer, de toute façon, vous le savez, vu que Paris, au moment c'est une saison de frustration. Ouais. C'est plus une saison de frustration qu'autre chose, maintenant, c'est sûr. Bon, qu'est-ce que c'est comme ça, hein. Il faut être lucide, il faut oublier sa foi de supporter et voir la réalité telle qu'elle est. Hein. On n'est pas au niveau, quoi. On n'est pas au niveau, même malgré tous les efforts, même si on fait des coups, même si on fait de belles choses de temps en temps, mais gagner un titre, je crois que ce sera difficile au niveau national et encore plus au niveau européen. C'est vrai qu'on a eu des belles émotions contre Barcelone en Ligue des Champions, contre l'Étoile Rouge. Le match face à Montpellier au Louis II aussi, où en gros gagne à la dernière seconde avec tout était beau, hein, le maillot. C'est vraiment un signe, on dirait, dans cette fête et tout du centenaire. C'était magnifique, des grands souvenirs. On gagne à la dernière seconde. Et c'est vrai que là, je sais pas, depuis ces derniers temps, on le dit dans nos émissions, on est déçus. Et après, voilà, nous, ce qu'on espère, c'est peut-être une qualif en Ligue des Champions. Voilà. Économiquement, c'est ce qu'on peut espérer de mieux, je pense. Voilà. Une qualification en Ligue des Champions. Mais on aurait voulu peut-être pas à cette époque de l'année terminer à que 10. On n'est plus à plus de 10 points 16 points, je crois même. 16 points. 16 points du Paris Saint-Germain, c'est énorme. Donc, et puis on a vu les confrontations, je veux dire. C'est pas la faute de l'arbitre, hein. On voit la différence de niveau quand même, hein, quand on se heurte à un mur. Ouais. On prend 9 matchs on prend 9 buts en 3 matchs. Super. Fred et Laetitia, est-ce que vous avez dernière question ou c'est bon pour vous? Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Siri. Et puis, je vous en prie, merci à vous. Franchement, on a passé un super moment. Et merci pour ce que vous faites pour l'AS Monaco. Et puis, voilà, vous faites honneur merci à vous aussi, au mot supporter. Voilà. Vous allez voir, dans quelques mois, normalement, devrait sortir l'encyclopédie remise à jour. Et là, vous aurez tous les résultats, tout l'historique complet, tous les résultats, toutes les statistiques. Donc,
c'est encore un beau livre qui devrait satisfaire tous les supporters. Je n'en doute pas. Merci beaucoup. Et Je vous en chers prie. auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette superbe interview. À très bientôt. Au Bonne revoir. soirée. Au Merci, revoir. vous aussi.